Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je m'appelle Guillaume de Goulet et nous nous retrouvons désormais chaque semaine pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Et cette semaine, je vous propose de changer un peu nos habitudes et de nous attaquer à une émission spéciale trentenaire. Mais attention, seulement le haut du panier, avec trois des meilleurs joueurs de l'histoire du basket national. Tony Parker, 35 ans, Joakim Noah, 33 ans et Boris Diaw, 35 ans. Alors on est d'accord, le top de la carrière est derrière eux, mais ils font toujours l'actualité en NBA et en France. Allez, souvenez-vous, tous les trois, ils étaient en finale de l'Euro 2011, ils étaient même les piliers de l'équipe de France à ce moment-là. Simplement, le poids des ans est en train de passer. Et pour parler de leur avenir immédiat ou un petit peu plus lointain, je ne serai pas tout seul, rassurez-vous. Pour débattre de tout ça, je serai accompagné, comme la semaine dernière, le même casting, la même qualité. Liliane Trévisan, salut Lily. Salut, hello everybody, bonjour. Yann, toujours fidèle au poste, salut Yann. C'est ça, salut Guillaume, salut à tous. Et de nouveau Maxime Mallet, l'Atlantique ne lui fait pas peur. Depuis New York, il nous entend comme s'il était assis juste à côté de nous. Salut Max. Salut à tous. Allez voilà, vous savez tout, vous connaissez notre quatuor majeur. On n'est pas 5, on est seulement 4. On prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game, c'est parti. Allez, je le disais tout à l'heure, Euro 2011, sur le terrain, la France est en finale. Trois piliers, Tony Parker, Boris Diaw, Joakim Noah. On leur prédit une très très belle carrière. Ils sont déjà en train de faire une très très belle carrière, mais on leur prédit encore une très très belle carrière en NBA. Les années ont passé, nous sommes en 2018, et désormais, l'avenir qui les attend semble un petit peu plus incertain. Le premier, c'est Tony Parker. Il a 35 ans. Il espère signer, ou re-signer plutôt à la fin de la saison avec les San Antonio Spurs. 3 ans de contrat pour disputer 20 saisons tout rond. Mais est-ce que c'est bien crédible ? Quelqu'un veut se lancer ? Liliane, Yann ? Écoutez, est-ce que c'est crédible ? Alors ça dépend de beaucoup de choses, évidemment. Ça dépend déjà de son état physique. Ça dépend de son état mental et ça dépend de l'envie réciproque que peuvent manifester ou pas les Spurs de le garder 3 ans supplémentaires. Alors après, ce ne serait pas une hérésie de le voir jouer jusqu'à donc 38 ans, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, Dirk Nowitzki, qui est toujours très actif à 39 ans, va sur ses 39 ans et il est toujours un vrai joueur de NBA. Donc pourquoi Tipeee n'y arriverait pas ? En plus, on connaît Tony, pour ceux qui l'ont fréquenté en équipe de France notamment. On a beaucoup on sourit à une époque quand il disait qu'il faisait, via sa maman, qui était naturopathe, très attention, qu'il prenait des jus d'herbe, qu'il surveillait bien sa nutrition, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, au-delà de l'anecdote, c'est quelqu'un qui a toujours plutôt pris très bien, très grand soin de lui, de son corps. Mais il est comme nous, il est comme tout le monde, comme vous, voilà, tous ici. On est rattrapés par les années. Et bon, il a accumulé des petites blessures, des petits pépins. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on a vu qu'il avait changé de rôle. C'est plus un starter, son temps de jeu a diminué, il joue une vingtaine de minutes, et plutôt bien d'ailleurs, en sortant du banc. Donc on peut imaginer que s'il continue à s'entraîner, à faire attention à tout ce qui est nécessaire dans son hygiène de vie, dans sa progression, pourquoi il ne re-signerait pas ? Après, effectivement, est-ce que les Spurs voudront d'un meneur sur le banc comme Tony Parker ? Je crois qu'il a une excellente... c'est même plus une relation qu'il a avec cette franchise, je pense qu'il y a un affect entre Tony Parker et les Spurs. Je pense que Popovich et le management des Spurs savent ce qu'ils doivent à Tony Parker et réciproquement, et je pense qu'il y a beaucoup de respect et d'estime entre les deux, et pourquoi pas ? Je pense qu'effectivement, il peut leur rendre encore des services, il n'est pas fini, mais bon voilà, il jouera plus 38 minutes par match, il scorera plus 25 points, sauf peut-être de temps en temps contre les Lakers quand ils seront encore un peu friables, mais voilà, il est apte à jouer encore un peu. Et encore une fois, regardez cette année, j'ai regardé des joueurs qui ont 37 ans, qui ont démarré la saison à 37 ans cette année. On a des joueurs comme Jamal Crawford, Udonis Haslem, bon après voilà, ils ont démarré, Richard Jefferson, Pau Gasol, qui est toujours là aussi, qui est plus non plus un perdreau de l'année, et David West, voilà. Donc il y a des joueurs qui jouent toujours après 35 ans. Pourquoi Tony Parker n'en serait-il pas capable ? Moi, je pense qu'il peut le faire. Voilà, tout réside un petit peu dans l'envie qu'auront les Spurs de le garder. Max, est-ce que les Spurs peuvent offrir 3 années de contrat supplémentaire à Tony Parker simplement pour lui faire plaisir, simplement pour qu'il fasse ces 20 années en NBA ? Est-ce que ça semble possible, selon toi ?
je pense pas déjà qu'ils vont lui donner 3 ans directement cet été, parce que vous savez comment les contrats NBA sont faits. Si on signe, c'est que normalement c'est garanti. Donc je serais pas surpris qu'il fasse du 1+1 ou du 2+2. Après, 20 saisons en NBA pour un meneur, c'est juste du jamais vu. Hein. Le record, c'est John Stockton qui a fait 19 saisons. 20 saisons ou plus, seulement 7 joueurs l'ont fait dans l'histoire de la Ligue. Donc il s'attaque à un Everest quasiment aussi haut que devenir MVP des finales comme il l'a été en 2007. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Il y a de l'affect, c'est sûr. Il y a une relation fusionnelle, symbiotique, je sais pas comment on peut la qualifier, entre Parker et la franchise. Mais je pense pas qu'ils vont lui donner 3 ans tout de suite. Je serais pas surpris qu'ils lui donnent 2 ans maintenant, avec un salaire revu à la baisse, bien sûr, et qu'ils fassent comme Tim Duncan, comme ils avaient fait sa dernière année, c'est-à-dire que avant la dernière année de Duncan, ils lui ont donné 2 ans de salaire. Il a offert 2 années. Il a arrêté entre les 2 saisons, mais il a quand même touché son salaire. Donc, c'était une manière de le remercier financièrement, sans pour autant le signer pour toute cette durée. Donc, après, il y a énormément de choses qui vont entrer en compte. Est-il le remplaçant dont ils ont besoin derrière Dejounte Murray, le titulaire? Est-ce qu'il a encore besoin d'un mentor comme Parker ou quelqu'un qui a un jeu un peu plus ressemblant au sien? C'est assez difficile à dire, mais je pense que pour cet été, vraiment, faut pas s'attendre à 3 ans ou rien. Je pense qu'on sera plutôt entre les deux, 1 an ou 2. En tout cas, Yann, ce qui est sûr, c'est que dans l'ADN des Spurs, on remercie, ou en tout cas, on congédie pas ces petits vieux d'une simple tape sur l'épaule. On pense à Avery Johnson, David Robinson, Manu Ginobili, Max vient d'en parler, Tim Duncan. On prend soin de son histoire à San Antonio. Tout à fait, ouais. La NBA reste un business, mais je crois que San Antonio est une franchise un peu à part dans cet univers impitoyable. Les Spurs... C'est à Dallas, ça, non? C'est au Texas, c'est pas très loin. Exact. Ouais, les Spurs ont montré qu'ils traitaient leurs stars et plus généralement leurs joueurs avec beaucoup de respect. Et je crois que Popovich fera tout ce qu'il peut pour aider Parker à atteindre cet objectif des 20 saisons. J'imagine qu'il devra se contenter, comme Maxime le disait, d'un salaire moins important. Cette saison, il touchait encore plus de 15 millions de dollars. Je crois que ça me semble élevé par rapport à ce qu'il est encore capable d'apporter. 8 points et 4 passes de moyenne à peu C'est près. Hein. C'est les stats de Tony aujourd'hui. C'est ça. À titre de comparaison, Manu Ginobili a re-signé pour 2 ans et 5 millions de dollars seulement l'été dernier. Bon, le temps de jeu de Parker a diminué, c'est vrai. Il n'est plus titulaire, mais il est loin d'être cramé pour autant. Il a réussi à s'adapter à son nouveau rôle. Il est encore capable de scorer, même si c'est beaucoup plus rare. Et c'est encore le meilleur passeur des Spurs. 3,8 passes par match. Il faut se rappeler aussi qu'il revient d'une blessure assez sérieuse au quadriceps, qu'il a tenu éloigné des parquets pendant près de 7 mois. Et se rappeler aussi qu'il avait dit lui-même qu'il lui faudrait au moins 1 an pour être de nouveau à 100%. Donc le Parker qu'on voit actuellement, c'est peut-être pas le Parker de la saison prochaine. Voilà, je pense que dans un rôle de mentor, ouais, pour encadrer Dejounte Murray, je le vois bien continuer 3 ans, ouais. Et au pire, s'il n'a pas la force de tenir ce rôle de deuxième meneur, je crois que Patty Mills est là aussi. Je me fais pas trop de soucis pour lui. Est-ce que Max, Tony Parker pourrait faire ces 3 années dans une autre franchise ou terminer sa carrière NBA ailleurs qu'aux Spurs? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle aux États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? On n'en parle pas trop aux États-Unis, tout simplement parce que les Spurs sont surtout pris dans le mélodrame Kawhi Leonard pour l'instant. Donc c'est vrai que tous les autres sujets ont un peu pris sont un peu au second plan par rapport à ça. Ça paraît très surprenant qu'il aille dans une autre franchise. C'est possible. Hein, tous les joueurs disent que tout le temps, quand on leur pose des questions un peu sur le côté business, disent que tout est toujours possible en NBA. Ça paraît très surprenant parce que on l'avait revu notamment 2 fois passer en janvier ici et lui il était assez relax et en gros il disait ma carrière elle est déjà faite, j'ai déjà réalisé tout ce que je voulais, même plus que ce que j'imaginais, ce que je rêvais pouvoir faire. Donc si les Spurs en veulent plus, si lui sent que le niveau physique est plus là, hein, je pense qu'il aura pas de problème à s'arrêter et si les 20 saisons il l'a annoncé, ce serait magnifique de le faire. Mais s'il le fait pas, ça n'enlèvera absolument rien à tout ce qu'il a réalisé.
Bon, très bien. Alors lui, en revanche, il risque certainement pas de jouer 20 saisons en NBA. Je parle évidemment de Joakim Noah, dont les stats cette année sont assez catastrophiques avec les Knicks. Moins de 2 points et 2 rebonds en 6 minutes de moyenne. C'est très très peu, surtout au regard de son maxi-contrat. Liliane, tu connais bien, je ne vais pas y arriver décidément, tu connais bien Joakim Noah. Est-ce qu'après ce ratage avec les Knicks, on peut parler de mariage raté, je pense, est-ce qu'il est capable de rebondir en NBA tout simplement, ou est-ce que son avenir basket passe ailleurs ? Je pense que son avenir basket, hélas pour lui, puisque c'était pour lui un rêve vraiment d'enfant, de gamin, de jouer à New York, d'avoir le maillot des Knicks sur les épaules, je pense que son rêve de NBA, son avenir NBA, parce que c'est plus vraiment un rêve là, au stade où on en est, c'est plutôt du cauchemar. Si ça doit continuer, effectivement, ça ne se fera pas à New York. À moins, parce qu'il en est quand même assez fortement question pour le moment à New York, que Jeff Hornacek ne soit pas reconduit la saison prochaine, auquel cas, suivant le profil du coach qui arriverait et qui peut-être voudrait de Noah et pour qui Noah voudrait peut-être jouer, on peut envisager les choses effectivement sous un angle plus positif. Mais le gros problème de Joakim Noah, c'est qu'en fait, là, il a joué 7 matchs cette année. Il a accumulé les blessures, et pas que des petites blessures, des opérations à l'épaule, des opérations au genou. Il a été suspendu évidemment pour cet imbroglio de produits pas conformes à la législation antidopage, une 20aine de matchs. Donc il a très peu joué cette saison, et en fait, il n'a plus fait une saison à 80 matchs depuis 2013-2014, c'est-à-dire l'année où il a été élu meilleur défenseur de NBA. Donc ça fait très longtemps qu'il n'a pas enchaîné des matchs, et on connaît tous Joakim Noah et son style de jeu. C'est quelqu'un qui joue très engagé, qui joue à fond physiquement, qui a besoin d'avoir du répondant physiquement pour être présent et pour être impactant, et c'est quelqu'un qui bosse énormément. Je me souviens que quand il a fait l'équipe de France en 2011, j'en avais discuté longtemps après avec Vincent Collet, qui regrettait de ne plus l'avoir revu d'ailleurs sous le maillot bleu, et qui me disait que jamais, donc il m'a dit ça bien après, je veux dire, il avait vu passer d'autres joueurs après, notamment d'autres joueurs NBA, puisqu'il y en a quand même quelques-uns maintenant, et il m'avait dit que jamais, depuis que je suis coach de l'équipe de France, je n'ai eu un mec aux entraînements qui travaillait comme ça, qui était à 110% tout le temps. Il m'a dit, il est tout le temps à 110% aux entraînements. C'est un bonheur de coach, c'est un mec qui ne triche pas. Il est toujours à fond dans ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est symptomatique d'un joueur qui a besoin d'être à 100% physiquement pour être rentable, c'est-à-dire dans son domaine, puisque Noah ne scorera jamais 25 points par match, mais c'est un excellent défenseur, on le sait, il a été meilleur défenseur de l'année. C'est aussi un remarquable passeur, c'est quelqu'un surtout qui ne pense pas à lui sur le terrain, qui pense à l'équipe, qui pense à apporter aux autres. Donc ce profil-là peut intéresser d'autres équipes, et c'est son coéquipier qui fut son coéquipier à Florida, qui est son ami Al Horford, qui joue maintenant aux Celtics, qui avait dit, on lui avait posé la question en janvier quand ils sont venus jouer à New York, on lui avait demandé, Joakim, vous en pensez quoi? Et il a dit, est-ce que vous pensez qu'il pourra rejouer dans l'NBA? Et lui, il a dit, moi demain je suis manager d'équipe, je le prends tous les jours dans mon équipe. Il m'a dit, non, moi il m'a rien dit. Il a dit aux journalistes de New York qu'en fait il fallait lui laisser le temps de revenir physiquement à son niveau, que c'était là vraiment le truc le plus important, mais qu'un Noah en bonne santé avait sa place dans toutes les franchises NBA, parce que c'est un formidable energizer, comme ils disent. Il apporte une énergie débordante, il a le sens du sacrifice. C'est un super défenseur, et que chaque équipe, disait Horford, en NBA, il n'y a pas d'équipe qui ne puisse pas utiliser un joueur comme ça. Voilà. Toi aussi, Yann, si demain les Celtics t'appellent, tu remplaces Brad Stevens, tu prends Joakim Noah dans ton équipe s'il est en forme physiquement? Ou en forme physiquement peut-être. Là, quand même, je suis pas sûr. Il a quand même 33 ans, c'est ça, tu l'as dit. Le problème aussi, c'est qu'il est encore sous contrat pour 2 saisons avec les Knicks, et que ces 2 saisons sont garanties pour près de 20 millions de dollars chacune. À moins de trouver une solution. Oui, alors je m'excuse Yann, mais a priori, tout ça pourrait se régler le 1er septembre. Me disait Mark Berman du New York Post, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, parce qu'en fait, il y a une clause dans NBA qui dit que donc ce sera la dernière année de contrat de Noah, il lui restera une année en septembre, et il lui restera qu'une année de contrat à 19 millions de dollars, précisément, et ils peuvent, les Knicks, le licencier sous une disposition qui s'appelle de stretch provision, qui permet de régler aux joueurs ce qu'ils lui doivent sur les 3 prochaines années. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas lui donner 19 millions, ils vont lui donner 6,5 millions une année, en 2020, 2019, 2020, 2021. Donc ça limite la casse pour les Knicks, et ça permet à Joakim Noah de s'y retrouver aussi financièrement. Donc a priori, d'après ce que disait ce journaliste du New York Post, lui pensait que Noah pourrait dealer son départ avec les Knicks le 1er septembre prochain. Voilà.
C'était juste pour apporter une précision. Bon, si ça peut se faire, tant mieux pour lui. Il a pas l'air prêt à sacrifier le moindre centime, sinon il serait certainement déjà parti. Donc j'espère pour lui que ça va se régler. Offensivement, il n'a pas le profil du pivot moderne. Il ne shoot pas à 3 points, par exemple. Mais sur un temps de jeu limité, il peut encore être productif en défense, comme il disait Liliane. La saison dernière, c'était encore près de 9 rebonds en 22 minutes. C'est très correct. C'est aussi un coéquipier modèle. C'est un gros bosseur, comme l'a dit Liliane, encore une fois. Et c'est une voix qui compte dans un vestiaire. C'est, pour reprendre des propos de Kristaps Porzingis, c'est un mec qui ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas aussi. Donc, qui peut crever l'abcès en cas de problème dans un vestiaire. C'est important. Le problème, encore une fois, c'est vraiment ce contrat. Pour moi, c'est un fardeau. J'espère que ça se réglera pour lui. Mais il y a eu cette suspension de 20 matchs, il y a eu ces blessures, ces opérations genoux, épaules. Au-delà de son niveau, c'est vraiment la question de son physique qui va déterminer la suite de sa carrière et son avenir en NBA. Mais si j'étais GM aujourd'hui, je crois que je ne me risquerais pas à tenter le pari Noah. Même question, Max. Tu retrouves le Joakim Noah que tu croises évidemment depuis plusieurs années à New York dans le portrait élogieux qui a été dressé par Liliane et par Yann, au-delà de ses soucis physiques. C'est ce Joakim Noah-là, tu le reconnais ? Oui, c'est celui que... En fait, j'en parlais avec Nicolas Batum il y a quelques semaines, qui était conscient de l'image qu'avait au niveau du grand public Noah et qui disait que c'est pas du tout l'image qu'il a à l'intérieur des franchises NBA. Il disait il a très bonne réputation auprès des joueurs, des coachs, des GM, parce que voilà, justement pour toutes ces raisons de quelqu'un qui s'engage, qui apporte de l'énergie. Donc tout ça, ça plaît dans sa faveur. Et puis c'est un accrochage avec son coach Jeff Hornacek qui a provoqué son départ de l'équipe. Jeff Hornacek, c'est pas non plus la référence en matière de coaching. Il s'est pas pris la tête avec Popovich, avec Kerr, avec Brad Stevens. Voilà, tous ces coachs qui sont un peu au top aujourd'hui et avec lesquels, si tu as un problème avec eux, je pense que t'es mis sur la touche. Et ensuite, c'est les Knicks qui ont les clés, qui ont la clé, puisqu'il est sous contrat, donc il a encore 2 ans après la fin de la saison, comme on le disait, pour d'énormes sommes. Si les Knicks ont envie de le laisser pourrir loin de l'équipe pendant 2 ans, ils le peuvent, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils le payent. Donc ils peuvent décider de lui pourrir la vie et de pas le libérer. S'ils décident de le libérer, par contre, c'est une super opportunité pour toutes les autres franchises parce que ils pourront juste le payer au minimum vétéran pour son expérience, qui je crois est autour de 2,3 millions, 2,5 millions. Donc ils auront quelqu'un pour un tout petit salaire qui a quand même beaucoup d'expérience et qui peut apporter. Et les Knicks devront continuer à payer la différence entre ce salaire-là et celui qu'il avait signé avec eux. Donc si les Knicks le libèrent, je pense que ce ne sera pas si compliqué que ça de trouver une équipe. Après, Liliane le signalait, il y a aussi l'option Hornacek viré qui commence à prendre corps. Mais je ne suis pas sûr qu'avec tout ce qui s'est passé de toute façon et vu la façon dont les Knicks ont géré ce problème, que même en cas de départ d'Hornacek, ils aient envie de le faire revenir dans le groupe. Est-ce que selon toi, les Knicks ont envie de faire des cadeaux à Joakim Noah ? Pas vraiment, hein ? Non, après les Knicks, ils ont pas la possibilité de faire un cadeau ou pas, quoi. Ils le payent et ils sont obligés pour les 2 prochaines saisons. Encore une fois, ils ont aucun échappatoire à part de le trader, de procéder à un échange. Mais s'ils veulent l'échanger, ils devront envoyer genre un premier tour de draft et ça ils le feront jamais. Donc des cadeaux, non, mais ils auront peut-être envie de se ménager une place de plus dans l'effectif, de s'enlever ce problème-là qui continue à faire parler la presse tabloïde, on le sait à New York, le New York Post, le New York Daily News qui se régale d'en faire des tartines et dès qu'il y a des sujets comme ça. Donc ils auront peut-être envie de s'épargner ce problème, d'avaler la pilule des 35 millions de dollars qui restent. Et de tourner définitivement la page. Et dans ce cas-là, Noah aura de bonnes opportunités ailleurs puisqu'il coûtera vraiment pas cher pour toutes les autres franchises. Bon, lui en tout cas, il a tourné la page de la NBA après avoir longtemps attendu. Lui, c'est évidemment Boris Dio, 245 sélections avec l'équipe de France, parce qu'il joue toujours, lui, avec l'équipe de France, contrairement à Tony Parker, qui s'est arrêté après Rio, et à Joakim Noah, qui s'est arrêté après l'Euro 2011. Et il est atterri à Levallois où il livre une très belle saison. Boris Dio, 12 points, 6 rebonds, 5 passes en 30 minutes. C'est l'homme à tout faire du club francilien.
Mais voilà, il y a quelques rumeurs depuis quelques semaines qui circulent. On imagine Boris peut-être arrêter l'équipe de France, peut-être arrêter Levallois et aller faire le tour du monde en bateau à l'image de Vincent Mazingue. Liliane, Boris, il embarque la saison prochaine pour un tour du monde ou pour un tour de Jeep Elite ? Alors, Boris, alors on parlait de Tony Parker tout à l'heure, qui est un peu, ce côté un peu ascétique, je fais attention à mon hygiène de vie, tout ça. Bon, Boris, on va dire, c'est le jouisseur, le bon vivant. Voilà, c'est je profite des choses de la vie, donc il n'a pas déjà la même rigueur. Vous savez que partout où il passe sur les terrains, quand vous allez en Jeep Elite, j'ai aussi beaucoup de mal. Les gens ont toujours des petits commentaires genre « Oh, bah, il a pris encore une taille de short. Oh, il a pris encore 10 kilos. » Voilà. On sait que Boris est un bon vivant. On sait qu'il ne retournera pas en NBA parce que je rappelle quand même qu'il avait signé à Levallois avec une clause de sortie NBA en disant bah, je me réserve le droit, effectivement. Sauf qu'aucun club NBA ne l'a appelé. Ou alors on n'a pas été averti, mais enfin bon, voilà, il n'a pas eu visiblement d'opportunité de renouer avec la NBA, alors que pourtant c'était un vrai joueur de NBA, il faut le rappeler, il a fait une belle carrière en NBA, même s'il n'a pas eu la carrière. Il a gagné le titre en 2014 voilà, avec San Antonio, et il a fait des playoffs de feu, il a 119 matchs de playoffs sous les semelles, c'est pas le premier venu. Voilà, mais on oublie la NBA, c'est fini. Boris aujourd'hui, il se fait plaisir à Paris, hein, on le sait, il vit bien, il est heureux, il joue bien, il fait son taf en championnat de France. Bon, il y a peu de joueurs de son gabarit, avec ses mains, son expérience, sa vision du jeu. Donc, il est quand même plutôt dominant, on va dire. Même si ça se voit pas trop dans son scoring parce que c'est Boris Dio et qu'il joue beaucoup plus pour les siens que pour lui-même. Par contre, effectivement, on sent que ça sent un petit peu la transition vers autre chose, vers un autre style de vie. Alors, il l'a pas dit, évidemment, parce que je pense qu'il aime encore jouer quand ça lui demande pas trop de sacrifices. Il est toujours là pour l'équipe de France. Il a été remarquable pendant les fenêtres internationales. Ça, il faut lui tirer notre chapeau. Par contre, c'est vrai que on parle de son projet. Il parlait de son projet de bateau quand il y avait une petite trêve là récemment et effectivement je pense qu'il a été un petit peu ébloui par ce qu'a réalisé Vincent Mazingue, un autre très grand joueur de Levallois, un de ces Cardiac Kids qui avait fait la réputation du club. Alors Vincent, il faut le savoir pour ceux qui ne le savent pas, Vincent Mazingue était un passionné de la mer depuis très longtemps. Il a passé toutes les étapes pour apprendre à skipper, à mener un bateau, etc. Et il est parti faire le tour du monde en bateau avec sa petite famille, mais vraiment un tour du monde de folie. Je conseille aux gens qui veulent en savoir plus pour voir cette belle aventure d'aller sur la page Facebook Le Voyage de Tamata, où il a posté des vidéos, ses impressions, son journal de bord. C'est fabuleux. C'est fabuleux et donc je pense que ça donne envie à Boris. Maintenant, Boris, skipper, parti faire le tour du monde, bon, je crois qu'on n'y est pas encore. Il aime bien jouer encore, voilà, il aime bien jouer, il aime bien vivre à Paris. Mais bon, peut-être que quelque part, on sent qu'il est déjà un petit peu en transition. Yann, imaginez un championnat de France, une équipe de France sans Boris Dio, ça te semble crédible la saison prochaine ? Non, pas tout de suite, il faut qu'il reste encore un petit peu quand même. Ouais, j'aimerais qu'il reste, j'ai peur qu'il s'arrête aussi, mais il faudrait qu'il reste. Il est toujours très évasif quand on l'interroge sur son avenir, il dit qu'il veut pas faire la saison de trop, qu'il veut pas se projeter. En même temps, il dit aussi que pendant son tour du monde éventuel, il sera pas sur le bateau 12 mois sur 12 et donc on peut très bien l'imaginer jouer la saison de basket de Jeep Elite justement et profiter de ses vacances pour faire son tour du monde petit à petit. Voilà, je sais que les stats ne disent pas tout de l'impact d'un joueur, surtout avec Boris Dio, mais c'est le seul joueur qui est à la fois dans le top 10 des rebondeurs et des passeurs en championnat de France. C'est quand même remarquable. Le tout avec la 6e évaluation. C'est le genre de joueur qui bonifie un collectif. On a vu Corneli progresser à son contact, par exemple. Ça prouve tout ça prouve qu'il peut être encore un joueur majeur en France à condition qu'il veuille bien y rester et qu'il s'y retrouve financièrement. Et puis, comme Liliane disait, il y a peu de joueurs de son calibre dans ce championnat-là. Fred Forte disait que Dio, c'était un peu notre Neymar à nous. C'est vrai, c'est un coup de pub énorme. Ça a été un coup de pub énorme pour la Jeep Elite. Voilà. Et puis en équipe de France, il est encore incontournable. C'est l'un des rares à avoir donné satisfaction lors du dernier Euro. Il a été énorme contre la Russie lors de la dernière fenêtre de qualification, avec un des meilleurs matchs de sa carrière en sélection, 23 points, 7 passes, 5 rebonds et le shoot de la gagne.
On sait que ces fenêtres étaient assez périlleuses sans les joueurs Euroleague, sans les joueurs NBA, et il a été essentiel. Le retour sur Terre a dû être brutal après 14 saisons NBA. La NBA, c'est un tout autre univers. Je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il pense, mais en tout cas, je prie pour qu'il continue sa carrière, quoi. Max, quelle image il a laissé en NBA, Boris Dio? S'il a laissé une image, une trace? Ah oui, il a laissé une vraie image, autant le joueur que le personnage Boris, avec notamment sa fameuse machine à café qu'il avait dans son vestiaire à San Antonio, qu'il a d'ailleurs légué aux Spurs et que les Spurs trimballent en déplacement donc en petit expresso prêt à être préparé dans le vestiaire quand il joue à l'extérieur. Il a laissé une image, mais c'est vrai que la NBA, il y a eu 2-3 journalistes qui ont dit que la NBA, quelques équipes le suivaient juste avant la fin de la période des transferts où il était encore possible d'ajouter des joueurs dans l'effectif. Ça s'est pas matérialisé parce qu'il y a aussi un aspect dont j'avais discuté avec Dennis Lindsay, le manager général d'Utah, il y a 2 ans, quand Boris était arrivé là-bas, où on disait c'est quand même un joueur particulier qui a besoin d'être dans un environnement, un certain environnement pour être performant. On se souvient notamment de la façon dont ça s'était passé à Charlotte. La fin à Charlotte était difficile parce que voilà, l'équipe jouait pas bien, et que ça lui pesait, ça lui plaisait pas, et donc il avait du mal à être dedans. Et Lindsay convenait de cette image, mais disait que pour Utah à l'époque, c'était ce qu'il voulait, qu'il y ait un joueur qui a une façon de voir le jeu, d'envisager les choses, de transmettre aussi, de beaucoup parler aux jeunes joueurs. Après, toutes les équipes ne recherchent pas ça, et donc il y en a pas vraiment eu qui ont recherché ça en NBA dernièrement. Mais non, il reste un personnage. Il a été qualifié par beaucoup de most interesting man in the world, l'homme le plus intéressant du monde, avec toutes ses passions en dehors du basketball, la photo, le café, le vin, etc. Vous les connaissez. Liliane, Boris, c'est 245 sélections, on le disait tout à l'heure. J'ai cru que vous alliez me dire 245 kilos, j'ai eu peur. 245 sélections. Sa mère, Elisabeth Dioricchio. C'était 247, elle s'est arrêtée. Il reste 2 matchs sur les prochaines fenêtres internationales pour l'équipe de France en fin juin, début juillet, Bosnie-Russie. Est-ce qu'on peut imaginer que Boris Dio décide d'arrêter sa carrière aussi en bleu, ou d'abord en bleu, à l'issue de ces 2 matchs de qualification, en disant voilà, j'ai rejoint maman, j'ai mon record, merci, au revoir pour tout? Je pense que déjà, si on lui en parle à Boris en lui disant tu te rends compte, il y a 2 sélections du record de ta maman, il va me dire ah bon, j'étais pas au courant, merci de me l'apprendre. Voilà, je pense que je crois qu'il est réellement attaché à l'équipe de France. Je crois que l'équipe de France lui est réellement attachée. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il aura envie de continuer après ces fenêtres internationales, d'envisager d'autres grandes échéances La prochaine échéance, ce serait derrière la Coupe du Monde 2019. Il va y avoir un 2e tour de qualification, mais la prochaine vraie grosse échéance, c'est cette Coupe du Monde 2019. Tout à fait. Et donc, c'est dans pas longtemps, quoi. C'est dans 1 an. Il ne sera pas fini pour le basket. Est-ce qu'il aura envie de s'infuser encore après une prépa avec l'équipe de France, les voyages, partir 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, enfin voilà, suivant la façon dont la préparation va s'organiser. Est-ce qu'il est encore dans ce mode-là? Alors, comme disait Yann, je ne suis pas dans sa tête. Lui, effectivement, ne répond jamais à la question quand on lui demande alors combien de temps, combien de sélections encore, jusqu'où tu te vois aller. Il répond jamais. Mais je pense qu'il pourrait aussi dire j'ai fait le boulot en qualifiant l'équipe. Maintenant, il est temps que je passe le témoin, que les autres prennent le pouvoir. Ça ne me choquerait pas, disons, que s'il annonçait, après avoir qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde 2019, après toutes ces fenêtres interminables, s'il disait, bon, voilà, maintenant j'ai fait le taf, j'ai fait le job, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, je pourrais comprendre, ça ne me choquerait pas. Je pense qu'il a beaucoup donné, il a toujours été là, il n'a jamais triché par rapport aux compétitions, par rapport à son investissement, il n'a jamais tergiversé, oui, je viens, non, je viens pas, je sais pas, je vais demander, je vous dirai plus tard. Il est toujours venu, et donc, oui, c'est pas impossible qu'effectivement, il lui prenne l'envie d'arrêter avant la Coupe du Monde 2019, et encore une fois, moi, je trouverais pas ça choquant.
Ouais, surtout Yann, que la Coupe du Monde 2019, c'est en fait le prélude ou la qualification potentielle pour les Jeux de Tokyo juste derrière. Donc ça veut dire non pas s'engager pour une année, mais vraisemblablement plutôt pour 2. On peut imaginer que ça fasse peut-être un petit peu loin. Peut-être, ouais. Après, je le vois quand même, s'il s'investit dans cette campagne de qualification, je le vois mal quand même s'arrêter juste avant la Coupe du Monde. Descendre du bateau en route, c'est ça ? Enfin, je comprends ce que dit Liliane, mais je pense que s'il s'investit, ce serait logique qu'il ait sa place dans cette équipe-là pour la Coupe du Monde. Et je pense que autant coller, s'il est toujours là, que ses coéquipiers le pousseront, à mon avis, à y participer. Après, les jeux c'est loin, mais la Coupe du Monde, c'est dans un an, comme dit Liliane. Je pense qu'il en aura encore sous le pied à ce moment-là. Bon, très bien. Merci beaucoup à vous trois pour ce nouvel épisode du podcast basket. Yann, à très bientôt, merci. À bientôt, merci Guillaume, merci Liliane, à toi. à très bientôt également. À bientôt, avec plaisir. Max, bonne fin de journée aux USA et à très bientôt. Merci, bye bye. Ciao.